deviens le spécialiste de la dette, puis développe comme ça. Tu vas te faire un storytelling, tu vas te développer des outils, tu vas te développer des capsules web. Puis tu sais, c'est là que ta bulle a grossi, puis que tu deviens un expert, que ce soit l'expert de l'assurance dette, que ce soit l'expert des médecins en assurance invalidité, que ce soit l'expert des naissances en assurance maladie grave. Prends un créneau. Prends un créneau, développe-les. Puis c'est là que la valeur est bonne. Puis c'est là qu'on monte de 1 contrat à 1,5 contrats par client, à 2 contrats, puis à 3 contrats, puis qu'on devient efficace, là. Vous écoutez Les Pros de l'assurance, présentés par Emma Assurance Vie. Bonne écoute! Les Pros de l'assurance, c'est un balado qui parle bien sûr d'assurance, de courtage, de sécurité financière et surtout des humains qui gravitent dans ce domaine-là. Ça s'adresse évidemment aux courtiers, à ceux et à celles qui débutent ou qui évoluent dans le domaine et qui ont envie d'entendre des histoires d'autres qui sont passés là avant eux, des anecdotes de l'industrie, des conseils aussi et surtout. Donc moi, je me présente, Christine Baudouin, je suis directrice des communications chez Emma. Je co-anime ce balado, mais je ne suis pas l'experte du domaine. L'expert, il est à côté de moi. C'est mon co-animateur, Félix Deschâtelet, cofondateur et CEO chez Emma Assurance Vie. Félix, salut. Hey, salut Christine. Une belle présentation, hein? Absolument. Presque gêné. Dis-moi, ça fait longtemps quand même que ça se trame, ce projet-là. Hein? Ça fait un moment que vous avez l'idée. Tu avais envie de faire un balado sur l'assurance. Pourquoi? En fait, c'est que dans l'histoire de Emma, le rôle du conseiller a toujours été très, très, très important. Puis nous, ce qu'on voyait, c'est que l'offre qui était présente dans l'industrie avant Emma venait pas nous rejoindre la nouvelle génération de conseillers, moi et mon frère. Donc là, quand on a lancé Emma, on a gardé le conseiller impliqué dans le processus. Au début, ça se terminait par clavardage. Le conseiller était toujours impliqué. Après ça, on a fait des migrations. On est rendu avec du 100% en ligne. Les conseillers, ils peuvent clavarder avec les clients toujours. Ils peuvent parler au téléphone avec les clients. Mais ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y avait beaucoup de conseillers dans l'industrie qui venaient nous parler, qui nous demandaient comment que nous, on a fait, c'est quoi les meilleures pratiques. Fait que là, on s'est dit, le meilleur format pour faire ça, ça serait de parler avec les gens qui ont beaucoup de succès dans le domaine, qui font les choses différemment, nous, d'apporter notre point de vue. Donc, de créer un podcast qui permet à tout le monde de s'informer sur les best practices, sur comment faire les choses différemment. Pour nous, c'était idéal. Puis on est très excités de commencer ça aujourd'hui, là. Puis pour être clair, c'est pas l'idée, c'est pas juste de présenter voici le succès, puis il y a une façon de faire, puis c'est ça. On est dans on présente en fait différentes versions de stratégies pour faire de l'assurance et pour vendre de l'assurance. Absolument. On est dans le vrai, là. Fait que là, on va parler des mauvais coups, des moves qui ont été faits, qui ont été inefficaces, qui ont fait perdre de l'argent, autant à Emma qu'aux courtiers qu'on va interviewer. Mais ce qu'on veut, c'est des vraies histoires, parce que c'est pas toujours rose comme industrie. Ouais. Ça, on va être en mesure de le démontrer, parce qu'à travers ces échecs-là, ben, on apprend, puis c'est à travers l'apprentissage qu'on s'améliore. Puis là, on a quelqu'un de très important, très intéressant devant nous. Je ne vais pas le faire attendre trop longtemps. Président du conseil et chef de la stratégie numérique chez Groupe KO, membre du conseil d'administration aussi chez Emma. Anciennement président et chef de la direction chez Humania Assurance. Tu as un parcours hors du commun, ce qui fait de toi un invité extrêmement intéressant. Stéphane Rochon. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Merci de te prêter au jeu. Merci de participer à ce premier balado avec Emma, les pros de l'assurance. Ben, c'est un plaisir. Puis l'idée de vouloir un peu démocratiser puis parler de l'assurance sur tous ses aspects puis des stratégies innovantes, je trouve que c'est le fun. C'est une belle initiative. Félicitations à vous deux de partir tout ça. Puis on va commencer avec un sujet chaud, votre relation ici. Parce que vous connaissez, Félix et Stéphane, depuis un moment. J'aimerais savoir de l'un ou de l'autre comment ça a commencé. Vas-y, Félix. C'est arrivé qu'un bon matin, moi et mon frère, on se pointe chez Humania Assurance, à l'époque que tu étais président, puis on a présenté la solution Emma, la vision que nous, on avait pour l'industrie. Puis Stéphane a terminé la rencontre en disant qu'il était très, très intéressant. On a fait des rencontres successives, on a développé un projet de collaboration entre Humania et Emma. On s'est développé une relation d'amitié à travers les années. Maintenant, on est impliqué dans plusieurs projets. Stéphane est même rendu membre de notre conseil d'administration chez Emma. Mais c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup échanger parce que malgré notre différence d'âge,
au niveau innovation, puis faire les choses différemment, on est en même place. Ça, moi, ça m'excite beaucoup dans notre relation. Quelque chose à ajouter, Stéphane? Non, mais non, mais c'est sérieux, Christine, ça a commencé comme ça. C'est un co-développement de produits. Puis c'est important la notion de co-développement, là, parce que souvent les assureurs développent puis lancent dans le système des produits. Dans ce cas-là, c'est vraiment un co-développement. Il y avait un marché cible, une façon de distribuer. Il fallait revenir en arrière, changer les règles, changer la réassurance, changer l'adhésion, changer l'émission de la police, changer le prélèvement bancaire. C'est un détail, là, mais tu sais, c'est tout des... C'est le renouvellement. Puis ça fait un co-développement. Puis aujourd'hui, ben, Emma a un grand succès avec ça, capable d'adresser plusieurs marchés. Fait que ça a été vraiment agréable. Puis c'est le fun de voir de l'innovation dans l'assurance. Moi, j'ai commencé en 95. Puis c'était le fun en 95 parce qu'à un moment donné, il est arrivé le fax. Je dis ça à la blague, là. Je dis ça à la blague, mais le fax existait déjà. Mais l'innovation, c'était que tu étais capable, dans un ordinateur, envoyer des fax, tu sais. C'est fou, ça. Oui, mais ça, c'était en 1995, tu sais. Fait que le développement des affaires, ça se faisait comme ça. Ça se faisait en assurance santé, ça se faisait en assurance vie, en assurance collective. Tu sais, avant ça, c'était du porte-à-porte. Il y a eu le cold call. Tu sais, puis là, aujourd'hui, on est en 2023. La façon de créer des contacts à valeur ajoutée a changé totalement. C'est un autre monde. Mais l'histoire du fax, là, c'est incroyable. Là. Moi, on a tellement vendu de police à l'époque, j'ai jamais été un vendeur à temps plein, on en parlera, mais je faisais ça on the side, puis c'était incroyable, on envoyait des fax, puis ça marchait. Puis, c'est le email d'aujourd'hui. C'était le début d'une autre époque, 1995. Le début des technologies innovantes, effectivement, 1995. Puis, écoute, ça a tellement eu un impact dans l'industrie qu'il y a encore beaucoup de compagnies d'assurance aujourd'hui qui demandent encore des fax pour certaines demandes. Ah, ça, oui. C'est resté. Ça a marqué une génération. Mais tu sais, Stéphane, justement, on parle de 1995. C'est là que ça a commencé pour toi, pas comme courtier, parce qu'on va le préciser, tu n'as jamais été... Techniquement, là, c'est pas toi qui vendais. J'ai vendu beaucoup de polices d'assurance vie, individuelle, collective, maladie grave, mais j'ai jamais fait ça à temps plein. Okay. Ça a toujours été comme un sideline. Mais en 95, j'ai commencé avec Great West Life, compagnie de Power Corp, comme spécialiste en assurance invalidité. Là, on est en 1995. L'assurance invalidité... c'est un marché qui est développé et qui ne l'est pas en même temps. Les médecins sont bien adressés. Puis c'est un produit qui est compliqué versus de l'assurance-vie, là, parce que la culture était une culture d'assurance-vie. 80, 85, 90% des primes souscrites à l'époque, c'était de l'assurance-vie, non pas des prestations du vivant, comme on voit aujourd'hui, là, qui a une meilleure notoriété. Donc, mon mandat à l'époque, c'était de rencontrer des courtiers indépendants, de leur montrer comment ça marchait une série protecteur ou une série professionnelle. C'était quoi un délai d'attente? C'est quoi une période d'indemnisation? C'est quoi une garantie d'assurabilité? Puis, de fil en aiguille, eux avaient des clients. Puis là, ils nous amenaient. Puis là, ben, tu apprends à vendre parce que tu t'en vas chez les clients avec eux. Parce que c'était des produits très techniques. L'invalidité reste très technique, assez démocratisé, assez simplifié. Il y a des assureurs qui l'ont fait. Fait que j'ai eu la chance de faire ça pendant 4 ans avec un succès quand même. Comme expert, finalement, tu es devenu expert là-dedans. Oui, je suis parti que je connaissais rien. On a appris des bibles, la P1, la P2, la P11, la P9. Ça, c'est les guides de produits. Il fallait les apprendre par cœur. Donc, puis on devenait un expert. Puis quand on rencontrait le client, ben, ça permettait de répondre aux besoins, modéliser tout ça. Puis tranquillement, tu formais le courtier. Puis 5-6 mois après, ben, il partait puis il vendait par lui-même. Je serais curieux entre ce que tu as appris à l'époque puis comment tu as vu les techniques de vente puis la base d'un bon vendeur évoluer à travers le temps. Est-ce que la base a drastiquement changé ou elle reste quand même la même aujourd'hui? C'est intéressant, un bon vendeur, c'est quoi? Ouais. Tu sais, c'est un prospecteur ou c'est un closer? Tu sais, ou c'est un fermier? C'est un chasseur. Ou c'est un chasseur. Tu sais, il y a toute cette notion-là. Moi, je trouve fonctionner un petit peu à l'envers. Ce que j'aimais à l'époque de l'assurance invalidité, c'est X%, mettons 70% de la population était couverte par une assurance collective. Là, il restait tous les travailleurs autonomes. À l'époque, les grands marchés, il y avait les médecins qui étaient déjà assez bien adressés. Là, à l'époque, London Life était là-dedans, puis il y avait des spécialistes qui s'occupaient de ça. Juste à côté, il y avait les informaticiens qui commençaient tranquillement à se mettre en travailleurs autonomes. Toute la notion, tous les gens de la construction
C'était des PE, tu sais, des 1, 2, 3. Tu sais, c'était des 2, 3 personnes qui se mettaient ensemble. Il y avait des règles fiscales avec la CSST à l'époque pour faire ça. Là. Il y avait une logique de le faire. Et moi, ce que j'ai découvert des bons vendeurs, c'est des gens qui travaillent dans une niche extrêmement précise, que ce soit les tatoueurs, les menuisiers, les femmes enceintes, le voyage, le sport alternatif. Peu importe c'est quoi ta cible, tu deviens bon à identifier elle est où la cible, dans quel lac on va aller mettre notre canne. Oui. Après ça, tu choisis ton gréement, c'est-à-dire quelle canne à pêche tu vas utiliser en fonction de ta cible, en fonction d'une série de choses. Et c'est là que tu deviens bon, puis avec le temps, tu deviens une référence. J'ai un de mes courtiers en tête, là, je ne nommerai pas le nom, je vais te laisser l'inviter ultérieurement dans une entrevue. Il est spécialisé dans les tatoueurs. Tu sais, instinctivement, tu dis, ça n'a aucun bon sens de partir dans le marché des tatoueurs, mais la beauté du marché des tatoueurs, c'est que personne Non, il est ouvert, s'en le marché. occupait. Ben, c'est ça. Fait que lui, du jour au lendemain, il s'est mis le spécialiste. Il y avait 500 clients là, quand j'ai quitté Humania. On l'a invité comme conférencier souvent. Puis la journée où tu as 500 clients, ben, les 100 autres, c'est une formalité. Parce que tu deviens une référence, puis tu es l'expert des tatoueurs. Puis c'est une communauté qui s'est insérée, puis qui se réfère, puis qui se... Puis qui est très Encore actuel. plus Là, aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui, parce qu'avec les groupes Facebook, puis tous les regroupements qu'ils ont, avant, c'était les événements qui faisaient que les tatoueurs, on dirait, se retrouvent ensemble, ils apprennent les meilleures pratiques. Ben, tu avais 2 conférences par année. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est une connexion instantanée. Hey, avez-vous entendu parler de telle personne, tel produit, il me dit telle affaire, puis là, t'envoies 50, 100 qui s'en vont commenter, liker, donner des recommandations de cet individu-là. C'est clair que ça a un impact. Là. Ça n'a pas le choix. Tu sais, puis, je reviens à ta question, Félix. Je pense qu'il faut être une forme de... Tu sais, il faut être un généraliste, mais il faut quand même être un spécialiste dans quelque chose. Tu sais, ça peut être un spécialiste de produits, ça peut être un spécialiste de marché, ça peut être type de... Oui, effectivement. Tu sais, il y a plusieurs façons, mais il faut devenir un expert dans quelque chose. Même si, ultimement, on reste des généralistes parce qu'on fait de la planification financière, on s'occupe de la sécurité financière des clients, mais la façon de devenir knowledgeable, d'être reconnu... Puis moi, j'ai appris ça des médecins. Tu sais, il y avait beaucoup de courtiers en 1995-99 qui étaient spécialisés dans les médecins. Puis il y en avait 5-6 qui faisaient tout le marché à eux autres. Puis leurs compétiteurs, c'était les 5 autres. Après ça, il y a eu les menuisiers, la construction, c'était la même chose. Et ça, ces gens-là, les 2, 3, 4, 5 premières années, c'est difficile. Mais à un moment donné, tu deviens avec une vélocité, tu deviens avec une reconnaissance. Justement, tu parlais de la présence. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était d'être invité à la conférence, que ce soit comme conférencier ou avoir un booth, quoi que ce soit. Mais cette notion-là d'être un expert dans un marché est de base. Puis je reviens à Emma parce que c'est intéressant. Quand on a commencé à travailler ensemble, à l'époque, il y avait un marché, les femmes enceintes, qui était mal desservi. C'était le fun parce qu'il était relativement facile à trouver quand tu t'y attardes. Et après ça, il fallait développer un produit. À l'époque, bizarrement, peu d'assureurs voulaient assurer une femme qui est enceinte de plus de 6 mois, puis si elle venait d'accoucher. Alors que mathématiquement, actuariellement parlant... C'était pas un risque à ce point. Non, pas au Canada. Puis nous, aux États-Unis, là, peut-être ailleurs dans le monde, peut-être, mais au Canada, c'était très marginal. Puis c'est là que tu deviens bon. Puis c'est là que tu développes des nouveaux marchés. Mais d'ailleurs, sur ce point-là, quand nous, on avait parlé, on n'avait pas juste parlé avec Humania, on avait parlé avec d'autres assureurs. Puis quand on avait présenté justement le concept des femmes enceintes, la première réaction des actuaires, c'était « Ouais, mais là, ils sont plus à risque. » C'est une situation de vie qui peut causer de la morbidité, qui pourrait causer des décès. Puis on était comme « Je comprends. » Mais historiquement, à ma connaissance, c'est toujours la femme qui a porté l'enfant. Fait que là, ça, on est d'accord avec ça. Fait que là, tout le monde hoche la tête. Oui, on est d'accord. C'est la femme qui porte l'enfant. Puis quand on regarde les tables de décès, historiquement, la femme vit toujours plus longtemps que l'homme. Fait que ça ne doit pas avoir un impact significatif dans le taux de mortalité. C'est là que tu voyais les lumières s'allumer, puis il se trouvait tout le monde un peu niaiseux. C'est un bon calcul quand même. C'est un bon calcul. Oui. Pas parce qu'on est actuaire qu'on calcule. C'est ça. Imagine juste la logique des choses. Non, mais c'est... 1 plus 1, là, regarde, il y a pas de... Il y a des histoires de conception comme ça, qu'on se fait des idées, puis effectivement... Qui ont juste toujours été perçues de cette façon-là. Puis une fois que tu le changes, puis Puis tu sais, toute la souscription des risques plus moderne est basée sur ça. Là. À un moment donné, on a-tu besoin de poser 50 000 questions, profil d'urine, si ça, tu sais...
c'est comme on gérait par l'exception. Là, ça a évolué aujourd'hui, puis on est capable de faire des expériences clients nettement meilleures, parce que l'expérience client en assurance, entre le 1995 puis 2015, là, c'était... Ça a été un 20 ans. Il faut voir une infirmière à chaque fois que tu achètes une police d'assurance vie. C'est intéressant. Hein? Ouais. ça a bien compliqué, mais je serais curieux. Tu sais, toi, Christine, t'es pas du domaine de l'assurance. Là, tu travailles maintenant chez Emma, mais tout le concept de l'assurance, de rencontrer une infirmière, les tests médicaux, d'entendre parler toutes les anecdotes qu'on parle au bureau, qu'on parle là dans le podcast. Ouais. Comment tu te sens, mettons, d'un point de vue plus client, quand tu regardes l'ensemble du marché? Pour moi, avant d'avoir à magasiner ça, donc avant de devenir maman, puis avant d'avoir à réfléchir à ça, honnêtement, ça me semblait complexe et tout était du pareil au même. Finalement, il n'y a pas vraiment de distinction quand tu t'y attends pas, quand tu ne connais pas ça. Donc, c'est vraiment un certain moment, tu sais, pour aller chercher ces gens-là, la clientèle, je pense qu'il faut aller les chercher par justement ce qui les interpelle. On parle de technologie, on parle donc de nouvelles façons de faire les choses. Pour moi, ça a été le déclic. Puis pourquoi je suis plus attirée vers un style qu'un autre, tu sais. Mais à la base, l'assurance vie, on ne nous l'apprend pas nulle part, là. Fait qu'il n'y a rien vraiment qui peut faire en sorte que tu t'y attardes ou tu t'y intéresses, à moins d'être appelé à le faire parce que là, tu as un besoin. C'est vraiment ça, là. Tu sais, on parlait brièvement tantôt d'assurance voyage, c'est un autre monde, un autre produit, là. Tu sais, c'est vraiment... on va chercher une corde aussi différente chez l'humain. Tu sais, puis ça reste un achat émotif. Hein? Ça aussi, c'est important, là. Donc, le côté humain, puis on va en parler de ça, puis je vais vous poser la question tout de suite, Stéphane, là. On parle de 100% en ligne. Est-ce que ça se peut de l'assurance vie 100% en ligne? Est-ce qu'un client a besoin de plus que ça, selon toi? Oui puis non. Tu sais, dans le sens que tu as des clients qui vont vouloir être self-serve de A à Z dans un je dirais un vase clos. Je suis pas sûr que c'est optimal. Ça reste... Je pense qu'il y a des risques à faire ça. Puis, tu sais, même les plateformes de courtage autonome, on peut acheter des actions de façon autonome depuis des années. On peut acheter de l'assurance auto de façon autonome depuis des années. Mais il arrive toujours la même chose. Puis là, je peux vous donner des dizaines d'exemples de ça. Dans ton processus, tu as toujours une question où tu as besoin d'un expert. Ça veut pas dire que tu veux l'avoir chez vous pendant 3 heures, pendant la game de hockey. Tu sais, arriver avec sa mallette, là, puis ses petits bas blancs. On a tous le même exemple. Tu parles pendant 3 heures, puis là, toi, tu veux juste écouter ta game de hockey. Puis là, il en rajoute, puis ou elle en rajoute, là. Excusez-moi, j'ai mal genré. Mais, tu sais, par contre, dans un processus de planification financière, d'achat d'assurance, à un moment donné, tu as 1 ou 2 questions. Tu sais, ça peut être aussi niaiseux que je fais quoi avec mon ancienne police? Tu sais, je vais en acheter une nouvelle, mais je fais quoi avec mon ancienne? Puis c'est une question très ponctuelle. Donc, tu sais, pour moi, le modèle, il est hybride. C'est-à-dire, tu as un modèle qui est digital, tu magasines, tu commences ta souscription et tu peux te rendre jusqu'à la fin, là. Tu sais, c'est facile. Si, exemple, je m'achète un condo dans le vieux Montréal, pas loin d'ici, puis je veux faire une assurance vie, peut-être que ça peut se faire dans un modèle autonome, mais tôt ou tard, c'est quoi la différence entre un T1, un T10, un T100? Il y a toujours 1 ou 2 questions, puis c'est là que je dis que le modèle est hybride, c'est-à-dire au lieu qu'un conseiller soit là 100% du temps, tu as beaucoup de transactions qui vont se faire de façon autonome. Je parle d'assurance vie et invalidité ici, là, parce que l'assurance voyage, on pourrait l'acheter, ou de l'assurance santé, il y a des produits plus simples, puis plus uniformisés, si je peux dire. Mais je pense que c'est le modèle hybride, c'est-à-dire on est présent en ligne, on éduque le client, mais on offre un minimum de disponibilité. Puis moi, je pense toujours, je suis client d'une grande banque en valeur mobilière. Puis, tu sais, 1 à 2 fois par année, il faut que je lui parle. Ah, j'ai tel stock, ça marche pas. Tu sais, il y a un problème avec le système où je comprends pas. Fait que des modèles purs, je dirais à la
je ne veux pas nommer de nom, là, à la Wealthsimple. Ouais. En assurance de personnes, je ne suis pas sûr là, qu'on va se rendre là. Par contre, on va avoir un canal qui va être à 90-95% B2C digital, mais avec un petit support là, de conseillers de façon ponctuelle pour répondre à la question. Mais c'est de responsabiliser aussi le client. C'est de montrer que tu es capable quand même de te rendre jusqu'à un certain point, là. Ben, tu sauves du temps aussi, là. Ben Puis, oui. tu sais, je veux dire, il y a des outils là, qui te permettent de magasiner, qui te permettent de souscrire, qui permettent de faire des choses. Tu sais, en assurance auto, les produits sont très, très, très uniformes. Tu sais, une police d'assurance auto chez l'assureur A puis chez l'assureur B, ça se ressemble. Là. Tu sais, il y a des numéros, là, des FAQ, X, Y, Z. Puis la police est pareille partout. Fait que quand tu magasines, tu ne peux pas te tromper. Mais la différence entre une vie universelle de l'assureur A et une vie entière de l'assureur B, ça a beau être le même 25 000 d'assurance vie qui paye au décès sur un terme 100 ans. Ils ont toutes des petites composantes. Puis là, je fais grâce, c'est des prestations du vent ou c'est le festival du détail. Fait que, tu sais, l'apport du conseiller il peut avoir une valeur. Est-ce que c'est dans 100% des cas? Je ne le sais pas. L'assurance de dommages est rendue auto-maison pratiquement à 50% dans des canals autonomes. Mais il reste encore 50% qui est vendu par un conseiller. Puis on dirait que ça... Je n'ai pas eu les chiffres récemment, là, mais ça a pas mal saturé là. Puis ça a l'air d'être le marché. Je pense qu'en assurance vie, on va se rendre à beaucoup plus d'autonomie. On va avoir des produits plus simples, mieux faits, mieux nichés. Je reviens à moi, je m'excuse, mais c'est un exemple. Le produit a été fait pour des femmes enceintes. Fait que tu n'as pas besoin de magasiner pendant 19 ans. Il a été fait, il est abordable, il est réfléchi, il est restructuré. On peut te présenter 2-3 options. Tu sais, ça, c'est bien fait. Fait que ça élimine le besoin La recherche. d'un conseiller tout le long. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, le rôle du conseiller change beaucoup. Il faut que tu sois un expert, il faut que tu sois là pour répondre aux questions. Avant, le conseiller, c'est un développeur d'affaires. Aujourd'hui, on va utiliser les médias numériques pour faire le gros du développement des affaires. Les rencontres one-on-one physiques sont de plus en plus rares. Donc, il faut changer son rôle un peu. Là. Je pense que c'est là que la nuance prend toute sa place. Parce que quand on retourne à l'époque, tu sais, nous, on a interviewé là, des gens là, de toutes les strates d'âge. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y a jamais personne qui était très, très, très content d'avoir un inconnu cogner à sa porte puis de faire un pitch d'assurance. Ça n'a jamais été quelque chose de grandement apprécié par toute la population. De se faire appeler par un inconnu, se faire faire un pitch de vente, de l'assurance ou peu importe le produit, ça n'a jamais été quelque chose d'extrêmement intéressant comme appel. Là. C'est pas comme « Hey, enfin, chérie, excuse, on fera le souper 1 heure plus tard. Là. Je parle avec la personne d'assurance, je vis un moment. » Ça n'a jamais vraiment existé. Ce qui a changé, par contre, aujourd'hui, c'est que maintenant, le consommateur, pour contacter des marques, des professionnels, là, il y a les réseaux sociaux, il y a des sites Internet, il peut texter, il peut envoyer des courriels. Il y a beaucoup plus de contrôle par rapport à la méthode de communication que lui préfère. Mais ça, je suis d'accord avec toi, puis nous, on le vit chez Emma. Chaque fois qu'il y a un point d'interrogation qui va popper, les gens vont soit arrêter le processus, quitter le site web, ou engager une conversation. Puis là, ils ne veulent pas se faire répondre par un robot. Parce que tout le monde part de la prémisse que mon problème, puis ma question est unique, elle s'applique juste à moi, puis je veux une réponse qui est personnalisée. Puis c'est là que le rôle conseiller, il prend toute sa place. Il n'y a aucun conseiller qui crée de la valeur à lire des questions de santé et des documents légaux. Ça, un client est capable de le faire par lui-même. Fait que c'est tout dans le changement de la relation client-conseiller, où maintenant, comme conseiller, il faut être bien plus un expert pour accompagner le client dans des questions précises versus le convaincre de rentrer dans un processus d'assurance puis de le guider à travers toute cette histoire-là. Là, maintenant, si tu te spécialises dans un segment de marché, tu te rends compte qu'après 1 an, 2 ans, 100, 200 clients, toutes les questions, toutes les situations, tu les as toutes vécues. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un te pose une question, ta réponse non seulement est adaptée, mais tu es en mesure, comme communicateur, de la personnaliser en fonction de la situation unique de la personne. Puis là, tu te démarques comme conseiller. Là. Non, tout à fait. Puis, en tout cas, je vois pas les robots arriver bien vite en assurance de personnes, vie, prestation du vent. Peut-être dans des produits plus simples, là. Mais c'est intéressant parce que le réflexe de quelqu'un qui achète une nouvelle police d'assurance vie, c'est tout de suite annuler l'ancienne. C'est normal. J'étais chez Bell, je m'en vais chez Rogers. Ouais. T'annules le service. T'annules le service.
Mais en assurance vie, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu as acheté ta nouvelle police que la nouvelle police est en force. Fait que faut, tu sais, c'est toutes des petites subtilités, mais qui feraient que je pourrais avoir annulé A, acheté B, être refusé sur B, puis là, je me ramasse dans un dead end où je suis plus assurable. Puis les gens, malgré tout, quand ils achètent de l'assurance vie, et ou invalidité, mais l'assurance vie, c'est particulièrement vrai, même si ta prime est 22-23$, tu veux que ça marche quand tu pètes aux frettes. Ouais. Si tu meurs, tu veux que tes ayants droit aient le 2, 3, 4, 500 000. Fait que, l'impact est énorme, puis souvent, tu n'es plus là où tu es amoché. Ce qui est un peu différent en assurance auto, tu vas toujours là te battre un petit peu sur y a-t-il une fausse déclaration ou pas. Donc, longue histoire, le conseiller, son rôle change. Ça devient un rôle d'expert. Félix l'a bien expliqué. Puis ça devient aussi un rôle d'analyse. Une fois que l'appel rentre, je réponds à votre question. Puis si les gens ont d'autres couvertures, là, ça vaut la peine de les regarder. Puis d'analyser leur couverture actuelle. Puis bizarrement, quand tu te mets à analyser les couvertures actuelles, une fois sur deux, on peut améliorer le sort du client. Là. Puis je dis une fois sur deux, je me retiens pour ne pas dire 3 fois sur 4. Là. Absolument. Parce que les primes d'assurance vie depuis des années ne s'en vont pas à la hausse, s'en vont à la baisse. Fait que même si tu l'as acheté il y a longtemps, il y a des nouvelles garanties qui sont là. Des fois, le produit est plus adapté. Il y a des gens qui ont des T10, ça a renouvelé, ils ne s'en rendent même pas compte, ils payent 3 fois le prix. Donc, puis je pense que le client est plus réceptif comme ça quand il comprend que c'est un rôle d'expert, c'est un rôle de planification financière, c'est un rôle de vraiment d'analyse, qu'un rôle de vente. Ouais. Là, c'est peut-être là que le shift là, qu'on va le voir là, de vendeur, je ne veux pas être diminutif, là, de vendeur à réel conseiller, à réel expert, puis je pense que les clients le reconnaissent. Stéphane, j'aimerais qu'on revienne. Là, on l'a dit tout à l'heure, tu n'as jamais été courtier à temps plein. OK? Tu l'as fait, tu en as vendu, mais au-delà de former d'autres courtiers, tu as créé des produits d'assurance. Ça fait partie de ta carrière, puis tu en as fait quelques-uns lorsque tu étais chez Humania. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette portion-là de ta carrière, finalement? Oui, moi, il y a plusieurs façons de développer des marchés. Tu as l'approche de devenir, d'avoir des contacts puis serrer des mains. Ouais. Moi, à un moment donné, on identifiait des marchés qui étaient mal servis. Un qui était... Là, moi, j'ai été nommé chez Humania la première fois. Je dis la première fois parce que j'ai quitté puis je suis revenu comme président. On était en 2003. L'assurance maladie grave commençait... mais c'était marginal, là. C'était en bas de 10 millions de primes au Canada. Là. C'était rien, là, qu'est-ce qui se vendait. Là, 10 millions de primes, c'est rien. Là. Les polices étaient drôlement faites et tout ça. Là. Puis, c'était nébuleux. C'était instable. Quand on s'est installé, et là, on s'est mis à réfléchir, je me pose toujours la question, qu'est-ce que moi, j'achèterais comme client? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que moi, je trouve qu'il y aurait de la valeur? Et c'est là qu'à l'époque, on a approché Munich Re, le réassureur. Et là, j'avais fait des petits produits avant, là, mais c'est vraiment le vrai produit. Ça a commencé là avec Prodige, qui est une assurance maladie grave. On a instauré la théorie du paiement limité, qui n'existait pas. Donc, tu payais pendant 20 ans, ce qui a bien de l'allure, parce que tu l'achètes à 40, à 60 quand tes revenus est couverte. Puis si tu as une crise de cœur, un cancer, un ACV, un pontage ou une des conditions couvertes, tu es payé. On a instauré la notion des valeurs de rachat équivalent aux primes payées. Fait que ça limitait le risque. Fait que même si la prime était chère en dollars absolus, c'est un compte d'épargne. Puis dans 20 ans, je vais avoir dans mon compte ce que j'ai payé. Puis dans 20 ans, j'arrête de payer. C'est drôle parce que j'arrive au terme là, de ces polices-là là, dans pas long. J'arrive à un premier cycle. J'ai acheté la première police en passant. Ah oui, OK. Ouais. Pour la tester. Oui, effectivement. Puis tu sais, fait qu'on a ouvert le marché de l'assurance maladie grave avec une nouvelle histoire. Une histoire qui était mieux basée sur les besoins. Ça change pas, là. C'est le besoin du client. Mm-hmm. C'est le UX. On fait la même chose aujourd'hui en Internet. On essaie d'amener le plus sur l'Internet, le plus de valeur possible en le moins de temps possible.
Donc, on a réfléchi aussi aux conditions, quelles conditions on met, quelles conditions on met pas, parce que là, tu sais, il y avait une guerre de combien de conditions, la police A, B, mais, tu sais, je veux pas juger la quadraplégie, là, mais paralysie, tu sais, quadraplégie, hémiplégie, là, à un moment donné, ça se ressemble beaucoup, là, qu'on le sépare en 4 ou qu'on parle de paralysie, c'était là. Puis, à cette époque-là, mon fils était né en 95, ma fille en 97, donc j'avais des jeunes enfants. Là, je dis, ben non, là, il faut prendre ces polices-là, cancer, crise de cœur, ACV, puis l'offrir aux enfants. Je sais pas si tu as des enfants ou... un jeune... quel âge? Jeune garçon de 17 mois. Bon, ben, on compte encore en mois. Ben, tu vois, 17 mois, c'est ça qui est intéressant. Fait que là, on a ouvert le marché de l'assurance maladie grave pour les enfants. Ça a été du trouble. Il fallait négocier, ajouter l'autisme, la fibrose kystique, la sclérose en plaques, des maladies infantiles. Et là, comme a dit Félix tout à l'heure, ben non, ça se fait pas, ça. On peut pas assurer ça. Personne ne le fait. Amène pas des nouveaux risques, là. Ah, mais non, personne ne le fait. Ce qu'on comprend, c'est que tout se fait, mais il faut pousser, il faut le faire. Il faut que quelqu'un prenne le lead. Puis... Absolument. Moi, j'ai eu la chance, tu sais, de travailler dans ces années-là, de 2003, là, mes 10 premières années, on co-développait à l'époque avec Munich Réassurance, Richard Letarte. Puis tu sais, ça a été clé. Aujourd'hui, il est en retraite, là. Il vient de prendre sa retraite, mais ça a été clé parce que justement, on se parlait, on dit, ben non, on va l'évaluer, le risque, là. Si c'est 1 sur 14 000 naissances, ben on va prendre la 1 sur 14 000, on va le mettre dans l'imprime, puis on verra. Et là, on s'est mis à développer le marché des enfants en assurance maladie grave avec la même police que tu payes 20 ans, puis qu'il y a le retour de prime. Puis honnêtement, ça a été ça a marché. Ça a été un succès énorme. Ça a marché au bout. Là, le marché, c'est ça qui est drôle, parce qu'après ça, le marché se stabilise. T'sais, là, 2 ans après, tout le monde nous regarde, mais il dit, ben là, on peut le faire, regarde, eux autres le font. Fait que je nommerai pas les autres assureurs. Et là, ça devient plus difficile. Puis c'est à ce moment-là que moi, je suis moins stimulé. T'sais, là, on repartit, on a fait l'invalidité après. Là, on est 3-4 ans plus tard. On a inventé PAIRE, la police d'assurance invalidité remboursable. P-A-I-R-E, police d'assurance invalidité remboursable. Puis le problème qu'on essayait de résoudre cette fois-là, une police d'assurance salaire à l'époque, t'achetais une carrosserie, t'achetais un moteur, tu choisissais tes pneus, tu choisissais ton windshield, tu choisissais tout. À la pièce. Tout était par pièce. Écoute, ça n'a aucun bon sens, là. 95% des gens là, ont besoin de la même maudite affaire. Donc, on a packagé des polices qui étaient beaucoup plus simples à comprendre, avec certaines composantes, là, les garanties d'assurance. Je ne veux pas rentrer là-dedans, garantie d'assurabilité, si ça, le retour de prime. Fait que c'était une boîte qui était plus facile à ouvrir. Et puis là, on s'est mis à commercialiser ça. Ça a été un succès assez important. Et à côté, là, on a inventé une autre chose qui s'appelait Assure-dette. Parce que le marché de l'assurance invalidité, ça s'adressait juste à ceux qui n'étaient pas couverts en collectif. Je revenais avec 70%, là, je peux me tromper, Félix, vous mettrez en bas là, le bon chiffre là, de qui est couvert là-dedans, là, mais c'est autour de ça. Et c'est là qu'on a développé le produit Assure-dette. Qui visait à offrir une alternative aux produits bancaires. Fait que ça assure des dettes. Et là, la beauté de la chose, c'était simple, c'était compétitif, il y avait les mêmes composantes que l'autre, et le marché était de 100%. Tout le monde qui avait une dette, donc on présume que c'est une grande partie de la population, pouvait souscrire ça. Et c'est toujours la même logique de développer des marchés de façon différente. Instinctive. Qui a besoin de quoi? Puis qui a besoin de quoi? Puis bizarrement, là, le marché de la dette, il est encore mal individuel. Il est encore mal desservi. Le gros du marché appartient aux institutions financières bancaires. Puis c'est correct, ils font une bonne job, mais bizarrement, si tu prends un produit institutionnel de banque, puis tu le compares avec un produit individuel personnalisable, écoute, je vais dire 9 fois, parce que je ne veux pas dire 10. 9 fois sur 10, la solution va être meilleure indépendante. Puis ce qui est drôle, c'est que derrière moi, j'ai plusieurs rencontres avec des présidents de compagnies d'assurance dans des banques, puis leur équipe de VP. Puis ce qu'ils me disent, c'est que même eux, à l'interne, ils veulent changer leur produit d'assurance dette bancaire
Parce que si on se rend compte que leur réseau de distribution maintenant utilise ce produit-là pour le dénigrer afin de vendre les autres produits. Ah, ouais. Parce que quand ils sont conseillés dans les banques, ils ont des niveaux de vente qu'il faut qu'ils atteignent pour chacun des produits. Fait que ça, c'est le produit qui est sacrifié pour gagner de la confiance avec le client parce qu'ils savent qu'il est cher, qu'il n'est pas adapté, c'est pas le meilleur produit pour vendre les autres. Fait que là, les banques se retrouvent avec un problème où il faut qu'ils innovent dans ce produit-là, mais même eux, ils ont de la difficulté à le faire. Parce que fondamentalement, c'est pas leur nature de penser en fonction des besoins du client. Ils pensent en fonction des besoins de l'institution. Fait que là, ils sont en train de changer toute cette culture-là à l'interne. Moi, je peux pas commenter la culture interne des banques, mais je peux dire que quelqu'un qui travaille à l'inverse, c'est-à-dire, tu sais, Comme tu l'as fait. Ouais, ben c'est ça. C'est un peu ça, moi, la morale de l'histoire, de tout l'historique, puis même des courtiers aujourd'hui, c'est deviens le spécialiste de la dette, puis développe comme ça. Tu vas te faire un storytelling, tu vas te développer des outils, tu vas te développer des capsules web. Puis, tu sais, c'est là que ta bulle a grossi, puis que tu deviens un expert, que ce soit l'expert de l'assurance dette, que ce soit l'expert des médecins en assurance invalidité, que ce soit l'expert des naissances en assurance maladie grave. Prends un créneau. Prends un créneau, développe-les, puis une fois que tu es rentré avec une famille, puis que le lien est là, puis « Ah, regarde, Christine, tu voudrais-tu que je regarde ta police avec l'assureur A, B, C? » Ben oui, pourquoi pas? Hey, moi, personnellement, j'aime autant qu'une personne fasse tout ça que d'aller voir... 5 professionnels Ben non, différents. c'est ça. Oui, puis tu sais, la personne va le regarder, puis de façon assez objective, parce que tu n'as pas le choix. On ne peut pas remplacer une police de façon subjective. Là. C'est très protocolaire, l'avis de comparaison, puis l'avis de remplacement. Là, le nom a changé. Mais c'est là que la valeur est bonne, puis c'est là qu'on monte de 1 contrat à 1,5 contrats par client, à 2 contrats, puis à 3 contrats, puis qu'on devient efficace. Là. Fait que oui, ma vie a été de développer des produits qui s'adressaient à des marchés au début qui étaient considérés alternatifs. Quand on a lancé Sans examen médical chez Humania à l'époque, ça a été... C'était un des... Je vais dire le premier produit 100% web, là, parce qu'à l'époque, il y avait... Certains faisaient du web, faisaient papier. Nous, on a développé ce concept-là web seulement. Puis c'était audacieux, là, parce que il y avait certains courtiers, je ne sais même pas s'il y avait des ordinateurs. Là, en tout cas, ils n'avaient pas un chez le client. Là. Il n'y avait pas des portables, là, il y avait des desktops. C'était très audacieux comme approche. Je disais, si vous voulez nous vendre, vous allez le vendre exclusivement sur le web. Mais là, les courtiers se sont mis à réaliser que, c'est efficace, c'est vite, c'est instantané. Mm-hmm. Nous, à l'époque, comme assureur, on s'adressait au marché de tout ce qui était refusé chez nos compétiteurs. Comme assureur, moi, je fais la même logique que je dis aux courtiers. Il y avait 5, 6, 7% des polices d'assurance-vie qui étaient refusées. La personne avait le cancer, était séropositif, usage de drogue, dossier criminel ou peu importe. Il y avait toutes sortes de raisons. En assurance invalidité, c'était 25% de toutes les polices qui étaient... On soumettait une police, il y en avait un quart qui n'était pas émise. Fait qu'on a développé un concept. Vie, invalidité, dette. L'histoire se répète. Hein? Il n'y a pas une innovation. C'est juste une légère amélioration. Puis là, on avait fait ça sur le web justement à cause... C'était des nouveaux risques. Là, encore là, merci à mes amis de Munich et à Richard qui nous ont épaulés là-dedans. Il fallait être hyper agile sur on veut ajouter une question, on veut enlever une question, on veut changer un taux, on veut changer le wording de la police. Puis c'est pour ça qu'on l'a fait web. On n'essayait pas d'être digital à l'époque, mais là, on s'est vu la force de tout ça, l'adhésion des conseillers. Puis de fil en aiguille, il est arrivé Hugo, il est arrivé Emma, il est arrivé une série d'autres produits. C'est devenu, puis on en parlait tantôt, Félix, il n'y a plus de retour en arrière. Même quand on mentionnait tantôt que peut-être qu'il n'y a pas un robot bientôt qui va venir remplacer l'humain. Ceci étant dit, le en ligne, c'est là qu'on s'en va. Là. Il n'y a pas d'autre direction, puis c'est là que la business s'en va. Ben, pour plusieurs raisons, parce que, tantôt tu parlais de concept web en premier pour les conseillers. Fait que le client, lui, il n'avait pas nécessairement accès à la plateforme. Il peut y avoir accès s'il cherche Internet sur le site de Humania. Il peut avoir accès à... C'est pas lui qui gérait. Là, c'est pas lui qui gérait. C'était le courtier qui avait accès à cet outil-là. Mais ça l'a changé complètement les dynamiques. Parce qu'il y a encore des assureurs aujourd'hui où tu as besoin d'installer une application sur ton ordinateur
pour sortir les prix des polices. Cette application-là s'installe seulement sur l'environnement Windows. OK. Fait que toi, tu es un jeune conseiller, tu as fait toute ton école, ta jeunesse avec l'environnement Apple, ton iPhone, tu as génération, un là, c'est MacBook, tout, ta ouais. génération. Puis là, ben, toi, tu rentres dans le domaine de l'assurance. Puis là, on dit, ah non, désolé, pour vendre ces 5 compagnies-là, il faut absolument que tu aies un OS Windows. Ben, la réaction des conseillers, c'est pas comme, ah, ben, je vais changer mon environnement de travail que je maîtrise. C'est, ben, je vais juste pas vendre ces 5 compagnies-là. Mais non, je vais utiliser Fait un autre outil. Ça n'a Fait pas que de les- sens. fait qu'on n'a pas le choix d'aller web. Si tu es une compagnie d'assurance aujourd'hui puis tu n'as pas tes solutions sur le web, puis c'est pour ça que ça me surprend tout le temps quand j'entends oui, c'est un projet qu'on travaille, ça s'en vient là, dans 24-36 mois. Ça, en langage d'assureur, ça veut dire dans 5 ans. Fait que là, mais dans Ça, j'apprends ça, moi aussi. à vitesse que l'innovation et la techno avance aujourd'hui, 5 ans, c'est une éternité. Là. Ouais. Puis quand tu as des jeunes conseillers, aujourd'hui, les jeunes conseillers vont pas vendre 15-20 compagnies d'assurance puis 35 produits. Ils vont se focusser sur 5 compagnies maximum, une gamme d'environ une dizaine de produits, puis ils vont aller démarcher leur clientèle en fonction de ça. Ça, c'est pour les plus généralistes de la gang. Ceux qui se focusent sur des marchés comme les tatoueurs que tu disais tantôt, écoute, c'est 3 compagnies, 5 produits, puis ils foncent là-dedans, puis ils vont maîtriser ces outils-là. Tu leur dis, ben cette compagnie-là, tu peux pas à cause de l'environnement technologique qui est offert. Ils vont juste jamais te vendre. Après ça, demande-leur de réviser leur position dans 5 ans, parce que maintenant, tu es rendu au goût du jour. Tu es 5 ans trop tard au niveau de la relation. Tu as perdu la game pour créer le lien avec le conseiller. Évolution obligée, finalement. Et obligé. Tu as donné un excellent conseil tout à l'heure, Stéphane, au courtier en disant ça te prend un créneau. Moi, en tout cas, essaie de t'en trouver un. Là. Il faut passer par là. Ensuite, on a parlé ensemble aussi de des courtiers qui doivent se voir absolument comme des entrepreneurs. Peux-tu élaborer là-dessus? Ça veut dire quoi, ça? Se voir comme un entrepreneur? Plutôt que quoi, par exemple? Ben, quand moi je vais chez le dentiste, Oui. j'ai quelqu'un qui m'a appelé pour me rappeler. Ben là, aujourd'hui, on reçoit un email, là, mais tu sais, il y a quelqu'un on qui m'appelle. Il y a On quelqu'un qui t'appelle. Ouais, c'est ça, tu sais, ils n'ont pas tout évolué, mais il y a quelqu'un qui appelle. Il y a une équipe. Tu sais, que chacun des membres de l'équipe a une spécialité. Que celui qui ouvre ton dossier, l'hygiéniste dentaire, la technicienne en radiologie. Et bizarrement, un conseiller en sécurité financière devrait faire 5-6 transactions par semaine, mais des transactions de conseil. Actuellement, il en fait 1 ou 2. Là. Puis 2, je me sens bien de bonne humeur aujourd'hui en disant ça. Là, Non, des courtiers qui vendent peux plus pas que ça. 50 polices là, par année. Là. Il n'y en a pas des tonnes. Puis la job du conseiller, c'est de conseiller. Christine, un enfant, elle a X âge, tu as un enfant de temps, tes actifs, c'est ça, tes dettes, c'est ça, tes autres couvertures, c'est ça, doit agir à titre de conseiller. Mais un conseiller, puis un développeur d'affaires, c'est 2 sujets. OK. Et un conseiller, puis un secrétaire, là, la personne qui fait la paperasse, c'est aussi un autre sujet, parce qu'il y a quand même pas mal de paperasse en assurance, là, qu'on le veuille ou pas. Là. Et ça ne peut pas être la même personne, c'est ça? Ben, moi, je le suggère pas. Puis quand je reviens à la question de l'entrepreneur, c'est que le conseiller devrait être conseiller, devrait investir entre 5 et 15 % de ses revenus en développement des affaires. Là, il y a toutes sortes de stratégies. Ça peut être du web, peu importe comment tu le fais. Ça peut être une sous-contractant, ça peut être du sous-contractant, ça peut être des envois postales. Bizarrement, les envois postales, ça marche. Ça revient, là. Oui, ça revient. On n'en reçoit plus. Ben, plus personne n'envoie. Fait que là, ça se remet à marcher, tu sais. Mais le développement des affaires, de façon systématisée, avec un budget alloué, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut faire. Après ça, il faut se trouver quelqu'un pour se supporter dans le suivi, gestion de l'agenda. Un adjoint, une adjointe. Ben oui, parce que, tu sais, il y a la moitié des polices qui se placent facilement, mais il y a quand même un autre bout qui prend 1 mois, 2 mois, qu'on vient dans le vieux système, là. Ça reste informatisé, mais c'est la vieille approche. Puis ça, c'est pas les mêmes skill sets. Tu sais, c'est pas les mêmes... Puis si je passe trop de temps à faire de la paperasse, je suis pas en train de donner du conseil. Un dentiste, c'est un dentiste, ça porte un diagnostic. Ça ne fait même pas de nettoyage. Pas l'hygiéniste, c'est le C'est dentiste. ça. C'est cette logique-là où c'est triste de voir les conseillers
Puis là, c'est l'œuf ou la poule. Ah ouais, mais j'ai des revenus de 70 000 par année. J'ai pas les moyens de mettre 10 000 en marketing. J'ai pas les moyens d'avoir un adjoint. Faut les trouver, il faut voir plus À un moment donné, loin. il faut arriver à ça parce que, comme je dis, les conseillers de demain, ça va être de la haute vélocité, 5, 6, 7 dossiers de consultation par semaine. Puis d'avoir d'autres experts aussi, c'est de se mettre un groupe. Tu sais, je reviens à mon fameux dentiste. Ben, tu sais, tu as le dentiste, mais tu as l'orthodontiste qui est pas loin. Puis c'est la même logique. Tu sais, les avocats, tu as les juristes, tu as les fiscalistes, c'est la même chose avec les comptables. Malheureusement, les conseillers actuellement investissent peu ou pas en développement des affaires. Puis là, quand on regarde les institutions financières, ce qu'ils font, il y a une part de marché qui va partir dans ces boîtes-là, là, je veux dire, parce que... Ils ont la grosse machine pour faire le marketing, puis pour... Oui, puis ces institutions-là choisiront jusqu'à quel point ils veulent être directs. Est-ce qu'ils vont laisser... C'est pas moi qui vais le choisir, c'est ces institutions-là qui utilisent 2 modes de distribution. Ouais. Mais ça, c'est l'évolution. C'est simplement l'évolution humaine. Puis c'est là que les conseillers doivent devenir à haute vélocité. Puis moi, tous ceux que j'ai connus, ils étaient à haute... les gens à succès sont à haute vélocité. C'est du 5... C'est pas parce que tu as vendu une police le lundi, t'arrêtes pas de travailler. Là. Non, tu continues. Mais... J'encouragerais même, tu sais, tous les conseillers puis les courtiers qui écoutent en ce moment, regardez le top 10% de où vous êtes. Autant que ce soit un réseau carrière... une agence, vous êtes dans un réseau de MGA avec des courtiers, regardez le top 10%. Combien d'entre eux n'ont pas d'adjointe? Ça risque d'être 0. Ils ont pas mal toute une adjointe ou un système qui a été mis en place avec des compagnies, des third parties qui vont leur donner ce service-là. Combien d'entre eux n'investissent pas dans leur marketing, dans leur développement des affaires pour se bâtir un brand, une réputation? Ils vont penser, think globally, act locally. Ils sont beaucoup dans cette pensée-là. Puis ils s'entourent. Ils ont tout un expert avocat, comptable, fiscaliste, courtier hypothécaire. Si on regarde le top 10%, ils font toutes ces pratiques-là. Ben, c'est qu'en bout de ligne, l'énergie que tu aurais mis là-dedans, tu la mets dans le conseil, puis là, ben, ça boom ton... C'est là que tu te démarques parce que tu deviens un réseau d'influence. C'est là que le conseiller est bon, il donne du conseil, il est bon pour créer des relations avec les gens puis les connecter. C'est là que le rôle du conseiller est vraiment important, puis il va vraiment se démarquer avec les clients. Parce que là, même si tu te compares avec l'institution financière, ben, ils vont souvent parler avec un employé qui est salarié, parce que lui, il va être spécialisé dans son petit créneau. Mais comme conseiller, tu peux avoir bien plus d'impact au niveau de la création de valeur pour le client. Puis quand vous allez parler à ce top 10%-là, ils vont tous dire la même chose. La première année que j'ai engagé une adjointe, que j'ai investi dans mon marketing, j'ai pris un hit les 3-6 premiers mois. Mais après 12, 18, 24 mois, j'ai doublé, triplé, quadruplé mes revenus, puis j'ai amélioré ma qualité de vie comme conseiller. Fait que c'est un risque calculé. Il faut avoir les reins solides pour faut avoir le courage. Il faut se dire, OK, là, c'est... Avoir le courage de prendre la décision. Ouais. Faut avoir le courage entrepreneurial d'investir une somme importante dans quelque chose qu'on n'est pas un expert. Exact. Puis tu t'amènes un point... je sais pas c'est rendu où, Félix, mais ça a pas dû changer l'utilisation des customer, tu sais, des CRM, Customer Relationship. Aujourd'hui, je vais parler d'Equisoft parce que c'en est un qui est peut-être plus connu aujourd'hui. Mais tu sais, un conseiller qui n'utilise pas une plateforme semblable à ça aujourd'hui, il n'est pas dans la ligne dans 5 ans. Puis s'il ne l'a pas, qu'il ferme ses portes tout de suite. Tu sais, je veux dire, si tu n'es pas informatisé pour savoir, en pesant sur un bouton, j'ai combien de clients entre 40 et 50 ans, j'ai combien de clients qui arrivent à 59 ans, parce qu'à 60 ans, il faut que j'envoie une note qui est éligible à sa RRQ avancée. Toute cette poutine-là d'extraction, d'envoi, est nécessaire, là. Ben, nécessaire, mais c'est le point que le conseiller n'a pas le skill set pour configurer ça. Puis c'est là que l'adjointe devient utile, puis que le conseiller va dire « Hey, je peux avoir tous mes clients qui arrivent à 60 ans, parfait, voilà la liste de 17, prends le téléphone, regarde, il arrive telle chose. » Mais c'est incroyable, là, il y a beaucoup de conseillers qui n'ont pas de logiciel client, là. Mais voyons. Ça se peut pas, là. C'est comme dire que tu n'as pas d'ordinateur. Ouais. Ça ne fait pas de sens. Puis ceux qui écoutent et qui n'en ont pas, je m'excuse, mais
vous ne serez pas là dans 5 ans. C'est le temps, là, ça serait là. Il est déjà tard. Ouais. Il est déjà trop tard, mais, tu sais, puis c'est là qu'à un moment donné, tu peux faire de l'automated marketing, là. Je vous dis, vous en recevez des infolettes, là. Si vous ne prenez pas votre place, quelqu'un d'autre va prendre la place. Ça fait qu'il faut au moins prendre la place pour pas que quelqu'un d'autre prenne cette place-là, tu sais. Fait que, puis je dis pas là, d'envoyer des lettres à toutes les années, à toutes les semaines, puis tout ça, mais il faut garder un contact là, moderne avec le client. Là. Puis un CRM, savoir la valeur du temps qu'il va y investir à l'intérieur. Ouais. Fait que c'est un outil que plus tu investis du temps, plus il va te générer de la valeur. C'est une des plus grosses opportunités manquées que moi je vois dans le domaine quand je parle avec des conseillers. Ils n'ont pas mis leur date de renouvellement de leur police temporaire. Ben oui. Ben, je sais il y a à peu près juste 20% des conseillers qui travaillent avec cette business-là. Puis pourtant, il y a plein de business à faire. Pour ça, tu peux acheter des clientèles, informer cette clientèle-là, la mettre dans ton CRM, puis là, tu as créé plein d'opportunités. Envoyer les fameuses lettres là, de bonne fête à chaque année, ça paraît niaiseux encore aujourd'hui, mais si tu le fais pas, il y a bien des chances que ton compétiteur, lui, le fasse. Faut que tu sois présent, faut que tu crées des moments avec tes clients, puis un CRM, ça te sert à ça. Si tu l'as pas, tu fais quoi? Tu demandes à Ginette, sors-moi, on est le 10 avril, sors-moi toutes les dates de fête aujourd'hui. C'est impensable de penser ça, faire ça jour après jour après jour après jour. Tu as besoin d'un outil qui est automatisé. Tu as mentionné Keysoft tantôt, mais ou autre CRM. Ce qui est le fun de logiciels comme Keysoft, c'est qu'il est spécialisé pour l'industrie de l'assurance. Ils ont déjà fait une grosse réflexion stratégique de quelle information tu devrais avoir dans ton CRM pour en retirer de la valeur. Après ça, il faut que tu investisses du temps. Ça ne sera pas facile. Mais à la fin, ta business, ça va rouler tout seul. Ouais. C'est ça qui est le fun. Ouais. Ben oui. Puis, tu sais, c'est niaiseux. Tu veux comme qu'avec tous tes clients qui ont 55 ans et plus, qui risquent de peut-être vouloir partir en Floride, ben, tu sais, c'est facile. Tu fais ton extraction, assurance voyage, blablabla. Simplifie-toi la vie, mon Dieu. Tu fais ça au mois de septembre, Ben tu oui. fais un rappel au mois d'octobre, puis tout est automatisé. Ah oui. Mais c'est ça le point de devenir un entrepreneur et non... Tu sais, il faut passer de vendeur, conseiller à entrepreneur. Tu sais, c'est toute cette Non, puis tout notion-là. entrepreneur le sait, pour faire de l'argent, Faut que en tu en dépenser investisses. un petit peu. Oui, Genre, c'est comme ça que ça marche. ouais, puis tu sais, le marketing, l'informatique et le support humain là, pour compléter certaines incompétences ou tâches qui n'ont pas la valeur ajoutée du conseil, mais qui sont extrêmement importantes pour autant, ben c'est là-dedans qu'il faut qu'ils investissent. Le temps file, Le Stéphane. temps file. J'aimerais qu'on, si t'es d'accord, Félix, qu'on termine avec ta devise. Puis que tu me... Ma devise? Oui, je te la donne. Tout s'assure à un certain prix. Tu m'as dit ça. Oui. Et là-bas. Ben, il faut se poser les... Ben là, c'est très manufacturier, là. Mais quand on a lancé l'assurance, quand on a lancé sans examen médical, Ouais. ça s'adressait à tout ce que le monde refusait. Tout ce que les assureurs refusaient. Moi, j'avais deux choses en tête. J'avais des clients qui étaient intéressés d'acheter, puis qu'on leur dit « Non, by the way, t'es pas correct. » OK. J'avais aussi un conseiller qui avait travaillé là-dedans, tu sais. Et là, quand on se met à développer les produits, je me souviens, c'est Luc Bergeron, quand tu vas écouter ça, Luc, tu vas rire. Il dit « Mais c'est tellement cher, Stéphane. » J'ai dit « Le problème n'est pas là. » J'ai dit « C'est pas une question de si tu cher ou si pas cher. Il y a zéro accès à la couverture. » Puis, je dis pas qu'on va se mettre des marges supplémentaires d'assureurs. Chargeons le prix que ça coûte ce risque-là mathématiquement. Mm-hmm. C'est facile, là, on le sait. Là, le cancer, il y en a 70 000 approximativement par année. Facile. On peut le séparer par type de cancer, par âge. Les actuaires sont extraordinaires. Fait que, chargeons le prix, offrons la couverture. Puis, bizarrement, c'est le même qu'on s'est mis à en vendre beaucoup. Parce que si, exemple, je suis atteint d'une maladie qui n'est pas assurable de façon traditionnelle, mais je m'achète mon fameux condo dans le Vieux-Montréal, puis on est conjointe. Là, j'en ai un qui est assuré, l'autre pas assuré. Que la police coûte 1 000 ou 3 000 $ par année, ça n'a aucune importance. J'ai besoin de 300 000 d'assurance parce que si je meurs, il faut que je rembourse la banque. Puis c'est là que, moi je dis toujours qu'il n'y a pas de prix à assurer quelque chose. On va voir de l'évolution là, dans plusieurs nouveaux marchés. Tu sais, les soins de longue durée actuellement, puis toute l'assistance, c'est un marché qui n'est pas développé, mais
ça coûtera ce que ça coûtera, mais je pense que le besoin est là, les produits sont mal faits. Je suis plus à temps plein dans l'industrie, je développe plus de produits. Mais c'est un peu ça la logique, moi, ce que je dis, c'est développer les produits, mettez-les sur le marché, qu'ils soient trop chers ou pas, c'est pas important, mais laissons les gens décider s'ils veulent couvrir... Laissons-leur décider si c'est trop cher ou pas. Ben, avant de leur dire non. Si leur rapport qualité-prix dans leur tête n'est pas correct. Puis on va voir beaucoup d'évolutions dans l'assurance voyage, l'assurance soins de longue durée. C'est tous des segments là, qui vont se raffiner. Là. Le soin de longue durée, là, ça va revenir parce que ça ne marche pas. Et d'autant plus avec la pandémie. On l'a vu que le système... il n'est pas capable de fournir. Il marche à moitié. Fait que là, ben, c'est sûr que toi, en tant que personne qui est vieillissante, ben, tu as envie d'avoir accès à des services de qualité. Mais quand tu regardes les coûts des services de qualité, tu as peut-être besoin d'avoir un peu d'aide. C'est là que l'assurance sur une longue durée prend toute sa place. Fait que c'est juste de trouver un frame, puis de trouver la clientèle, la bonne niche, puis tu vas finir par en vendre. Oui, puis on va commencer par changer le nom. Ouais, non, mais on ne vend pas de l'assurance mort, on vend de l'assurance vie. Il y a une raison. C'est comme, des fois, je dis assurance invalidité ou assurance salaire, mais on a tous migré d'assurance invalidité à assurance salaire. C'est un peu comme l'assurance soins de longue durée. On va commencer par l'appeler de l'assurance autonomie ou de l'assurance je reste à la maison. Autonomie, j'aime ça. Il y a quelque chose là-dedans, puis de reformuler. Moi, je suis exposé actuellement à c'est quoi là, quelqu'un qui a une perte d'autonomie. Puis que là, OK, on cherche des services, puis tôt ou tard, ça va être dans un cas de résidence. Puis je peux pas m'imaginer qu'il n'y a pas une firme qui assure ça, puis qui peut nous épauler là-dedans. Puis je pense que c'est le mandat des assureurs de demain de toucher à ce marché-là. Puis ça revient à la logique que la masse critique est là, ils sont faciles à identifier, mais il n'y a pas la solution. Puis c'est ce qui est triste en assurance parce que tout le monde se copie. Quand on a lancé l'assurance maladie grave pour enfants, 3 ans après, ça avait été fait. Chose de bon quand on a fait l'invalidité, ça a été il y avait des composantes uniques, on les a vues. Hugo en assurance vie, rapidement, là, je vais taire tout le nombre des assureurs qui ont digitalisé de façon accélérée. Ça n'avait pas d'allure que ce soit le petit assureur de Saint-Hyacinthe qui éclenche ses systèmes. Mais c'était ça pareil, puis c'est comme ça l'innovation. Autant en assurance voyage, assurance santé, assurance autonomie, c'est des créneaux qui sont larges comme ça, qui ne sont pas adressés, sur la base que, là c'est drôle, il n'y a pas de besoin, mais oui, il n'y a pas de solution, c'est sûr qu'il n'y a pas de besoin. Là. C'est comme... Tout s'assure à un certain prix, donc. Tout s'assure à un certain prix, puis je donne toujours l'exemple, moi, de l'aspirateur autonome. Personne n'avait besoin d'un iRobot là, qui... Non, mais personne n'avait besoin de ça. Il n'y avait pas de marché. Puis bizarrement, tu te promènes chez les gens, puis il y a toujours la petite bête qui se promène à terre. Tu sais, Ou on l'a essayé finalement. Ou ça n'a pas marché. Mais il y en a qui sont contents. Oui, je comprends. Fait que c'est l'œuf ou la poule. Puis c'est une industrie malheureusement qui a besoin d'un peu de renouveau, l'assurance. Puis ça risque de venir. Puis il y a des jeunes pousses comme Emma. Qui sont là pour ça, pour dire, regarde, on va le développer parce que nous, on est capable. Puis d'autres courtiers aussi, là, pas juste Emma, là, je veux dire, n'importe qui. J'ai une capacité d'atteindre ce marché-là, mais j'ai pas une solution suffisamment bonne. Puis, c'est ça le message, autant aux assureurs, c'est aux courtiers, réveillez-vous, trouvez un marché, les assureurs, adaptez-vous à les aider à exploser dans leur marché. Puis c'est le fun parce que pendant les premières années, quand ça se fait, t'es tout seul. Fait que c'est plus complexe, mais c'est confortable. Tu profites, oui. Ouais. Ben merci Félix. Merci Stéphane. Ça fut fort intéressant. Ben, c'est un plaisir. À la prochaine.